On va continuer à parler de nourriture avec une tendance très inquiétante sur TikTok. Il y a un nouveau challenge où des gens mangent et racontent tout ce qu'ils ont mangé dans la journée. Un adolescent a perdu la vie aux États-Unis à cause de ce challenge et on en parle juste après ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Voici ce que je mange au cours de la journée pour être en forme physiquement et mentalement. Pour le petit déjeuner, j'ai mangé ce délicieux avocado toast avec un œuf poché. Pour le déjeuner, je me suis fait du saumon avec du riz et des légumes. Ce que je mange dans la journée en tant que personne grosse qui n'est pas au régime et n'essaye pas de perdre de poids. Un burrito aux œufs et au ketchup, des crackers au beurre de cacahuète, des œufs durs enroulés dans de la laitue. J'ai mangé du salami et du fromage pour le petit déjeuner. J'ai essayé de les rouler, mais le fromage n'arrêtait pas de se casser. Pour le thé, j'ai essayé ces burritos de bœuf que j'ai recouverts de fromage et d'une tonne de mayonnaise. Honnêtement, c'était pas hyper bon. Pour en parler, nous sommes avec vous êtes nutritionniste. Pardon. Excuse-moi, Faiza Bossi, vous êtes nutritionniste. Et il y a une tendance qui s'appelle le mukbang, c'est bien ça? Donc c'est un phénomène extrêmement inquiétant. Ça consiste à manger des plats souvent dans des quantités exagérées tout en se filmant. Le cas le plus connu, je le rappelle, c'est ce youtubeur américain Nico Cado Avocado qui depuis 2016 se filme en train de manger. Il est passé de 70 kilos à 160 kilos en 3 ans. Il est suivi par 3,5 millions de personnes et gagne donc de l'argent grâce à ça, mais un impact énorme sur sa santé. C'est en train de le tuer. Et en janvier dernier, le TikToker Taylor Lejeune est décédé à cause d'un arrêt cardiaque. Il était connu sous le pseudo Waffler69 pour faire des défis culinaires extrêmes. Qu'est-ce que ça dit, ce genre de défi? Qu'est-ce que ça raconte de l'époque? Le Meo Gangbang, c'est un phénomène coréen qui est apparu dans les années 2010, je crois. Meo pour manger et bang pour diffuser. Il faut savoir qu'en Asie, mais c'est pareil en France, on a ce côté culinaire, lien social, rapprochement, etc. Et donc, c'est une manière de créer du lien social. En dehors de ça, quand on regarde les comportements qui sont adaptés, il suffit de regarder les images, on est sur le plan sanitaire ce qu'on appelle une hyperphagie alimentaire, c'est-à-dire que l'on mange bien au-deçà de nos besoins. Et donc, on se retrouve avec des apports caloriques qui sont extrêmement importants. En plus, les plats qui sont pour la plupart consommés sont des aliments qui sont gras et sucrés, salés également, et donc avec toutes les conséquences sanitaires qu'on peut imaginer à la prise de cette consommation alimentaire qui vont entraîner évidemment une surcharge pondérale de l'obésité. L'obésité, on le rappelle, est une maladie qui va avoir des conséquences cardiovasculaires, articulaires, etc., etc. Donc on est vraiment dans un phénomène qui est au-delà du gaspillage alimentaire aussi, parce qu'on n'en parle pas. Quand on regarde ça dans des pays où on a des états de malnutrition, il y a quand même une espèce de dichotomie à la fois sociétale et également sanitaire. Mais là, il y a carrément eu un mort à cause de cette tendance. Tout à fait, dans le cadre d'une obésité. Qu'est-ce que vous avez à conseiller aux ados qui regardent ce genre de vidéos? La phase d'adolescence, c'est une phase un peu compliquée. On l'a tous vécu, où on a sur le plan corporel des changements. Et ce sont aussi des populations qui sont sensibles au regard des autres. L'alimentation, elle a un bienfait sur notre santé et on doit avoir un comportement qui doit être équilibré. Alors, qu'est-ce que ça va dire équilibré? C'est toujours un peu compliqué, cette notion d'équilibre. Mais encore une fois, mais encore une fois, c'est une notion d'équilibre entre vos apports et vos besoins. Donc, c'est ça ce à quoi il faut faire. Il faut faire attention et être vigilant. Manger, oui, mais encore une fois, il faut avoir une activité physique, il faut en effet avoir ce fameux lien social, parce que manger ensemble, c'est super agréable, mais il ne faut pas que ce soit dans des quantités qui soient disproportionnelles. C'est comme tout, un peu comme une addiction, en fait. Est-ce que ça a le même effet, la même dépendance que de fumer du shit? Parce que moi, j'ai un copain, vraiment, il est dark quand il mange le soir. Il s'enferme tout seul, il mange des pépitos, des granolas, il dit du mal de tout le monde. C'est vrai que consommer du cannabis va avoir tendance à augmenter votre appétit, mais c'est pas la même. Non, mais je suis super sérieux. Vous savez ce que c'est l'addiction? Parce que j'ai posé la question à un addictologue. En fait, l'addiction, c'est quand on commence à poser un problème, on embarrasse son entourage, en fait. C'est pas par rapport à soi-même, en fait, c'est par rapport aux autres. Tu es donc addict au rire. Probablement. C'est le seul truc qu'on aurait préparé. Merci infiniment. Un autre danger qui est présent sur les réseaux, c'est ces vidéos où on voit des influenceurs détourner l'utilisation des capteurs glycémiques utilisés par les diabétiques. Regardez. Je mets un capteur de glycémie à un non-diabétique. 3, 2... J'utilise le capteur pour mesurer et gérer mon taux de glucose.
Je l'utilise depuis 3-4 jours et il me permet de suivre le taux de sucre dans mon sang et de savoir quand c'est le moment idéal pour faire du sport. On a tous les deux des capteurs de glucose qui nous permettent de voir comment en fait ce qu'on mange impacte notre glycémie. Voici mon taux de glucose après le déjeuner. C'est le plus gros pic que j'ai eu jusqu'ici. J'aime apprendre l'impact qu'a la nourriture sur mon corps et j'aime pouvoir surveiller les calories que j'ingère. Alors, Faiza Bossi, vous êtes nutritionniste. Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance et pourquoi ça vous inquiète? C'est une tendance qui est dangereuse dans le sens où c'est un dispositif médical qui est fait pour être utilisé chez nos patients qui sont diabétiques et qui, en effet, doivent contrôler leur taux de sucre dans le sang, la fameuse glycémie. Donc là, on est dans une dérive d'un mésusage d'un dispositif médical. Et donc, c'est complètement néfaste, surtout pour des gens qui sont en état sanitaire qui est tout à fait satisfaisant et correct. L'autre problématique que ça pose, mais on pourra peut-être en reparler, c'est notamment pour d'autres médicaments comme l'Ozempic ou des choses comme ça, on arrive à des dispositifs médicaux qu'on n'arrive plus à avoir en disposition pour nos patients qui sont diabétiques. Donc on se retrouve véritablement dans une vraie problématique sanitaire. Ces dispositifs sont encore une fois faits pour nos patients qui ont un diabète. Et donc, ça permet à eux de réguler leur taux de sucre dans le sang. Ce n'est pas fait pour pouvoir mesurer votre taux de glycémie parce que vous en avez envie et que c'est une mode. Donc, ça n'a pas d'intérêt sur le plan sanitaire. Donc, ça n'a aucun impact de mesurer son taux de glycémie? Je pense qu'il y a eu un bouquin qui est sorti, qui a été fait par Jensin Chaboussé, je crois que c'est la mesure du glucose, voilà, exactement, où on confond la notion de glycémie et de poids. Ce n'est pas la même chose. J'ai des patients qui sont diabétiques et qui ont un poids tout à fait correct. Eux, ils sont là pour contrôler leur taux de sucre. Donc, on confond en fait le poids et le taux de sucre dans le sang. C'est pas la même chose. Pauline, autre tendance inquiétante, même danger, des vidéos qui mettent en avant un médicament pour faire grossir les fesses. Ouais, alors il y a comme ça des détournements, il y en a pas mal. Il y en avait une qui était assez connue, qui était assez improbable, c'était la crème hémorroïdaire pour pas avoir de cernes sous les yeux. Bah là, on a une nouvelle version de ces nouvelles appropriations. Là, c'est un médicament anti-allergique qu'on utilise pour grossir des fesses et ça cartonne sur TikTok. Mais c'est quoi? Alors, on est dans quel... En fait, c'est un médicament qui sert aussi à côté à prendre du poids. Et la Société française de pharmacologie et de thérapeutique, elle a alerté sur ce phénomène qui est très en vogue sur les réseaux sociaux. Il y a un réel enjeu de santé publique parce qu'en réalité, les effets secondaires à la prise de ce médicament, qui, je le rappelle, n'est pas un complément alimentaire, mais est un anti-allergique, peuvent être très graves. Par exemple, des convulsions, des hallucinations, des effets plus graves comme des problèmes hépatiques aussi, sanguins, cardiaques. Donc, beaucoup de problèmes. Est-ce que vous êtes spécialiste donc de la nutrition, vous avez déjà eu en consultation ou justement des gens qui s'automédiquent comme ça, ou des gens... Est-ce que c'est habituel dans les pathologies alimentaires de s'automédiquer, de chercher par soi-même des solutions? En effet, en nutrition, la problématique, c'est que les gens arrivent avec une vision et un rapport au corps qui est déjà modulé. Donc souvent, ils viennent en disant, ben voilà, j'aimerais perdre, je schématise, je stéréotype, j'aimerais perdre 25 kilos en 5 minutes. C'est juste pas possible, en fait. Perdre du poids, prendre du poids, ça nécessite de changer des habitudes alimentaires. Et les habitudes alimentaires sont difficiles à changer parce qu'on est dans une vraie culture, à la fois personnelle, mais aussi familiale. Le médicament dont vous parlez, c'est un médicament qui est fait pour être utilisé dans le cadre d'allergies. Vous avez une allergie, que ce soit un coryza, une rhinite, etc., une allergie au pollen, voilà, à la base, c'est fait pour ça. Donc, avant même de prendre... Une petite précision, il est vendu moins de 10 € en vente libre, donc c'est facile en plus de se le procurer. Et encore, on a alerté les pharmaciens, l'ANSEM a alerté les pharmaciens pour être vigilants là-dessus, mais il y a aussi la vente sur Internet. Donc là, comment on fait pour contrôler? Mais à la base, c'est pas fait pour ça, et avant même d'avoir ces effets secondaires de prise de poids, entre guillemets, parce que scientifiquement, ça n'a pas été montré. Vous avez surtout une somnolence et des troubles cholinergiques. Donc, c'est quoi cholinergique? C'est le médicament. Ouais. C'est de l'atropine, en fait. Le périactine, c'est de l'atropine, et donc c'est un effet cholinergique. Et ça veut dire quoi? Surplus d'atropine. Ouais, je vous laisse parler, parce que je connais aussi. Je vous en prie, cher confrère, je vous en prie. Non, ça veut dire quoi, cholinergique? L'atropine, il joue sur un système qui est le système cholinergique, et donc on dit que c'est un médicament cholinergique. Ça va avoir des effets sur le plan neurologique, et ça va déclencher différentes réactions. Notamment, ça va jouer sur la vigilance, sur les troubles digestifs, la constipation, etc. Okay. Voilà. Merci beaucoup, Faiza Bossi. Merci beaucoup d'être venue dans Clic.